Second débat de ce Sens Public, direction les États-Unis pour comprendre l'incroyable capacité de Donald Trump à résister à ses déboires judiciaires. Cet après-midi, on a assisté à la lecture des chefs d'accusation dans l'État de Géorgie où, vous le savez, la justice reproche à l'ancien président d'avoir tenté frauduleusement de renverser le résultat de la présidentielle. En tout, il y a 4 procédures pénales en cours. Pourtant, il caracole toujours dans les sondages. Pour l'instant, on voit mal qui, chez les républicains, pourrait contester son leadership, la stratégie de Donald Trump avec Flora Sauvage. 30 $ le t-shirt, 20 $ la tasse. En quelques heures, la photographie d'identité judiciaire de Donald Trump a été déclinée sur tous les supports. Trump est un génie en matière de marketing. Je suis sûr qu'il avait anticipé ce moment. Ce n'est pas comme s'il avait été surpris par le fait qu'il allait être pris en photo. Son équipe devait savoir que cela allait se produire. Et ils ont évidemment planifié en conséquence, reconnaissant que c'était une énorme opportunité pour lui de s'approprier ce moment. Visage fermé, sourcils froncés, l'ex-locataire de la Maison-Blanche met en scène ses déboires judiciaires pour financer ses frais de justice. Pris en photo lors de son incarcération express dans une prison d'Atlanta le 24 août, Donald Trump est inculpé pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020 dans l'État de Géorgie. Il s'agit du 4e dossier pénal dans lequel l'ancien président est poursuivi. Donald Trump est aussi accusé à New York de paiement suspect à une ancienne actrice porno et de pression électorale lors de la présidentielle de 2020. Sans compter sa gestion de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Je crois vraiment que c'est un jour très triste pour l'Amérique. Cela ne devrait jamais arriver. Si vous contestez une élection, vous devriez pouvoir le faire. Selon moi, l'élection a été truquée, elle a été volée. L'ancien président a plaidé non coupable dans toutes ces affaires. Celui qui est le grand favori pour la primaire républicaine accuse son ancien rival Joe Biden de tous ses déboires judiciaires et espère l'emporter à la présidentielle de 2024 contre l'actuel président américain. Voilà, pour résoudre ce paradoxe apparent, j'accueille Laurie Kenton. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, chroniqueur au magazine Rolling Stone. Et ça nous amène à ce livre qu'on va citer, même si on n'en parlera pas, Rock and Road Trip, 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming, coécrit avec Julien Grosso qui sort aux éditions hors collection là, le 21 septembre. J'accueille Elisa Schell, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Nanterre et rédactrice en chef de la revue politique américaine. Idriss Fassassi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, professeur de droit public à l'université Paris-Panthéon, Assas, constitutionnaliste, spécialiste de droit américain. On a également avec nous en duplex Olivier Piton, qui est avocat en droit public américain. Bonsoir Olivier Piton, auteur de ce livre. Bonsoir. Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique aux éditions Plomb. Évidemment, Mathieu Croissando est resté à mes côtés. Bonsoir à tous. Je commence en rappelant quand même que Donald Trump, on vient de le voir dans le sujet, est accusé, alors là je vais prendre les inculpations, on va dire au pénal, d'avoir acheté le silence d'une actrice porno avec l'argent de sa campagne, d'avoir emporté des cartons de dossiers sensibles à son départ de la Maison-Blanche, d'avoir une responsabilité dans l'insurrection contre le Capitole, d'avoir tenté de changer le résultat de la présidentielle dans l'État de Géorgie. On l'a surnommé le candidat délinquant, Laurie Kenton. Et à chaque fois, moi les bras m'en tombent, c'est évidemment inédit dans l'histoire récente, il n'y a pas d'équivalent. À ce point-là, non. Il y a eu un temps le Watergate, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était bien moindre et ça a fait démissionner quand même le président Nixon en 1974. Mais à ce point, non, on dépasse des lignes rouges à chaque fois, mais depuis 2015, avec Trump, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc il y a une question qui est de savoir si on s'habitue à ce franchissement continu de lignes rouges et que donc ça normalise un certain nombre de comportements. Et l'autre question, c'est est-ce que ça normalise ce comportement pour lui? A priori, oui, parce que ses électeurs, en tout cas sa base, n'y voient pas vraiment à redire. Tout est un complot. Ou est-ce que ça normalise, et moi je pense que non, pour les autres candidats? C'est-à-dire, est-ce qu'un républicain ou un démocrate qui serait mouillé dans un scandale quelconque d'adultère ou de... Il pourrait s'en sortir facilement à la Trump, quoi. Oui, et je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très personnel sur lui et son rapport à son public, et que pour l'instant, ça marche, et il n'y a pas de raison que ça arrête de marcher à ce point-là. Ouais.
On verra après sur les indépendants si ça continue. Bien sûr, sur les électeurs indépendants et sur leur vote, et puis aussi, et vous avez commencé à l'aborder, sur on va dire, la question de l'affaiblissement ou non de la démocratie américaine. On y reviendra en détail un peu plus tard. Mais Élise Hachel, il y a ces 4 dossiers au pénal dont on vient de parler, mais je voudrais bien que vous nous parliez aussi il y a 2 dossiers au civil. C'est intéressant de les rappeler parce que ça va y avoir un impact, on va dire, en termes de calendrier judiciaire et électoral. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. En plus de ces 4 affaires que tout le monde connaît, il y a une autre affaire qui va être jugée à partir d'octobre concernant des fausses déclarations. Il a surestimé son patrimoine pour obtenir des prêts et des assurances à tarif préférentiel. Donc ça va quand même durer 2 mois. Et au mois de janvier, donc le 15 janvier, le jour de l'ouverture du caucus de l'Iowa. Alors on réexplique rapidement, c'est quoi? C'est la première élection dans les primaires. Hein, voilà, c'est ça. C'est toujours un rendez-vous médiatique ultra important. Très important. Et ce même jour-là s'ouvre le procès, le 2e procès contre E. Jean Carroll. Donc le premier, il avait été condamné pour agression sexuelle, on s'en souvient. Il avait versé 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Et E. Jean Carroll le réattaque pour diffamation cette fois. Elle demande des dommages et intérêts 2 fois plus importants. Donc ça sera une médiatisation supplémentaire de ces affaires, même si au civil, il n'est pas censé comparaître, donc on n'aura pas la saga judiciaire de Trump quitte son domicile avec les hélicoptères qui filment. Je pense qu'il joue maintenant plus une carte défensive et que s'il ne se présente pas, et s'il ne s'est pas présenté aujourd'hui même en Géorgie, ainsi que ses co-accusés, à la lecture des chefs d'accusation. C'est ça. Il est plus sur la défensive. Il a bien vu que sa stratégie de victimisation atteint quand même une certaine limite et qu'il ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la capitalisation de nouveaux électeurs sur ce thème. Alors justement, la Géorgie, cette affaire-là, Idriss Fassassi, c'est la plus grave peut-être? Je pense que c'est peut-être la plus grave avec celle du Capitole, c'est-à-dire la 2e affaire fédérale, celle qui porte sur ce qui s'est passé en janvier. Juridiquement, elle est plus complexe que l'affaire fédérale, donc elle est potentiellement plus embêtante pour Donald Trump, mais en regard du calendrier, je pense qu'on n'arrivera pas, il n'y aura pas de procès avant l'élection, parce que la procureur a fait un choix ambitieux, 19 personnes inculpées. 19 inculpés, certains ont fait des demandes pour que la procédure soit accélérée, donc il y aura des procès en octobre, d'autres ont fait des demandes pour être jugés par des cours fédérales, donc ça part un peu dans tous les sens, et pour Donald Trump, quelque part, c'est un avantage, parce que il va faire différentes requêtes pour retarder la procédure. Donc finalement, si on a évoqué les 4 affaires, la plus dangereuse, ou les plus dangereuses, ce sont les 2 affaires fédérales, celle qui porte sur les documents classifiés et celle qui porte sur en termes de calendrier judiciaire et électoral. Oui, parce que dans ces 2 affaires, la date a été fixée. Donc on aura un procès en mars 2024, ça c'est pour l'affaire du Capitole finalement. 4 mars, là aussi, il y a une coïncidence électorale. La veille du Super Tuesday, effectivement. Voilà. Et le procès pour les documents classifiés aura lieu en mai 2024. Donc c'est ces 2 affaires, effectivement, qui vont retenir l'attention. Alors sur la Géorgie, cette accusation d'avoir tenté de manipuler le résultat de l'élection en Géorgie, ça a valu à Donald Trump ce que les Américains appellent le mugshot. On l'a vu dans le sujet de lancement de ce débat tout à l'heure. Photo d'identité judiciaire que vous voyez. Et il a aussitôt mise en scène, cette photo d'identité judiciaire. On pourrait imaginer qu'il aurait voulu la cacher. Au contraire, il l'a mise en scène, publiée, fait partager, et elle lui aurait, on va rester au conditionnel, rapporté plus de 7 millions de dollars de dons, 7 100 000 dollars de dons. Olivier Piton, comment, je me tourne vers vous une première fois, comment vous expliquez que cette accumulation d'affaires ne freine pas Donald Trump, ou même au contraire booste sa campagne auprès des électeurs républicains? Alors d'abord, il faut partir d'un constat qui est un constat que tout le monde fait, aussi bien du côté des démocrates que du côté des républicains, c'est que la société américaine n'a jamais été aussi clivée. Elle n'a jamais été aussi divisée, avec 2 camps qui ne se parlent plus, qui se haïssent et qui s'invectivent à longueur d'articles de presse ou d'interviews dans les médias. En gros, si vous voulez, dès qu'un camp dès que les démocrates en l'occurrence vont porter une accusation contre Donald Trump, ou lorsque la justice s'empare d'un sujet et que ce soit au civil et au pénal, on a toujours la même réaction du côté du camp Trump, c'est-à-dire victimisation, contre-attaque, la meilleure défense étant toujours l'attaque. Vous remarquez que sa défense est toujours la même, c'est-à-dire qu'il pousse au paroxysme l'agressivité et l'attaque contre ses adversaires. Et puis troisièmement, il les prend à témoin, et c'est peut-être ça qui représente sa force la plus importante, c'est que
Il politise la justice, il considère qu'elle est politisée. Il faut dire que le calendrier que vous avez très justement tous rappelé va justement dans le sens de ce narratif, c'est qu'en gros, il est victime d'une cabale. Et donc, il a tendance à agglomérer, si vous voulez, à solidifier sa base. La société américaine étant clivée comme elle l'est, vous avez en gros 2 cas de figure et au bout du compte assez peu de gens qui essayent de rester raisonnables au milieu. Les indépendants, mais on verra ce qu'ils feront. Vous avez ceux qui sont persuadés que Donald Trump est coupable et vous avez ceux qui sont persuadés que Donald Trump est victime d'une cabale. Et comme ces gens ne se parlent plus, toute action en justice est immédiatement suivie par une contre-réaction qui tente à le légitimer. Il dépasse aujourd'hui les 60 points d'avance sur son principal poursuivant, Ron DeSantis, à l'échelon des primaires républicaines. Donc, sauf, effectivement, accident, il devrait pouvoir remporter la primaire. En tout cas, on ne voit pas comment ça pourrait être autrement. Mais surtout, toute affaire judiciaire le renforce systématiquement et lui fait gagner des sondages. Dernière phrase, oui, la première affaire avait lieu au 30 mars 2023 et il n'a cessé de progresser depuis. Oui, effectivement. Alors justement, démonstration, j'apporte de l'eau à votre moulin avec cette déclaration de Donald Trump. Il se réjouit à chaque nouvel acte d'accusation. Là, c'était au lendemain de sa comparution devant un tribunal à Washington. On l'écoute. Chaque fois qu'il dépose un acte d'accusation, nous montons en flèche dans les sondages. Nous avons besoin d'un acte d'accusation de plus pour clore cette élection. Un seul acte d'accusation de plus et l'élection est jouée d'avance. Personne n'a la moindre chance. Elisa Schell, c'est quand même c'est la stratégie de Trump. Vous avez dit qu'il est peut-être en train de la faire évoluer, cette stratégie de victimisation. Mais est-ce que c'est pas aussi, on est sur un débat où on essaie de se poser la question de l'impact finalement de la stratégie de Trump sur cette démocratie américaine qui est l'une des plus vieilles ou la plus vieille démocratie au monde? C'est aussi la justice américaine. Alors certes, elle est politisée, on le sait, mais c'est aussi la justice américaine qui perd des points auprès d'une partie de l'opinion publique. C'est pas neutre en termes d'impact. Oui, mais Trump se met en scène depuis le départ. Quand il a commencé à parler d'élections volées il y a quelques années, c'était pour pouvoir se représenter, puisque aucun président américain battu ne s'est représenté. Il doit normalement, selon les canons démocratiques, admettre sa défaite et passer la main. Donc Donald Trump se met en scène après chaque nouveau rebondissement ou nouvelle affaire judiciaire. Il se met en scène, il dit qu'il monte, qu'il n'a jamais été aussi fort. Donc il faut aussi mettre à distance ce qu'est la stratégie de communication de Trump. On a beaucoup parlé de ces 7 millions de dollars, supposant que c'était une somme énorme faite à partir des mugshots, mais réfléchissons-y un instant. Allez-y, 7 millions de dollars. Si on considère que ces mugs, ces t-shirts, etc., tous ces produits dérivés coûtent en moyenne $20, ça veut dire qu'il en a vendu 350 000. Donc c'est pas énorme. Donc c'est son cœur de fan, quoi, d'une certaine façon. Oui, mais c'est un homme qui avait réuni 74 millions de voix sur son nom. Donc 350 000, c'est une... Et encore unité, même pas acheteur. Donc on est vraiment sur une minorité d'inconditionnels qui vont ça. Donc dire que c'est un chiffre élevé, déjà, on n'a rien pour le vérifier. On ne sait pas si c'est un chiffre véritable, puisqu'il émane de la campagne de Trump. Est-ce que c'est vrai? Il ne dit pas que la vérité, il nous l'a prouvé. Et après, ce chiffre n'est pas non plus énorme comparé à ces frais. Mathieu, je vous donne la parole juste après. Moi, j'ai une question assez benoîte, j'allais dire. C'est comment, avec autant d'affaires, un candidat aussi abîmé, ses adversaires, que ce soit au sein du Parti républicain ou dans le camp démocrate, n'arrive pas à le pulvériser. Peut-être Laurie Kenton là-dessus. C'est quoi? S'il y a en creux une faiblesse de ses adversaires? Une faiblesse inhérente, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'attaquer frontalement parce que sinon ils s'aliènent ses fans, ses disciples. Il y a quelque chose de quasiment religieux dans l'adoration à Trump. Donc ils sont dans un jeu d'équilibriste. D'accord. Mais pourquoi les républicains, pardon de vous interrompre, mais pourquoi les républicains, on va dire, historiques, les héritiers de Reagan ou de Trump, ils n'ont pas disparu du jour au lendemain au sein de ce parti. Il n'y a pas eu une fenêtre d'opportunité là, juste après l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, juste après l'attaque du Capitole, pour se débarrasser de Donald Trump. C'était pas possible à ce moment-là.
Il y a eu un moment, notamment après les dernières midterms, où Ron DeSantis semblait être le renouveau. Il est beaucoup plus jeune, il a beaucoup moins de casseroles, il est aussi conservateur, donc de ce point de vue-là, on ne perd pas au change. Et une partie de la presse, une partie des gros donateurs aussi, et c'est très important, s'est dit « Ah, on va peut-être pouvoir tourner la page ». Et puis finalement, on n'a jamais pu tourner la page. Il est monté assez haut dans les sondages. Trump s'est présenté dans une indifférence assez générale en novembre. Et puis, au fur et à mesure, ce que l'on a vu, c'est que DeSantis baissait, Trump montait. À chaque inculpation, on s'est dit, cette fois-ci, ça va le faire descendre. Et en fait, non. Et il y a quelque chose d'inoxydable chez Trump et dans le soutien de sa base. Mais on a un marais dans l'électorat républicain. Il y a les Trumpistes, il y a les anti-Trumpistes, et il y a cette espèce de marée qui n'est pas totalement hostile. Ça, je comprends bien, c'est pour les républicains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'aliéner les fans de Donald Trump. Pour les démocrates, comment ça se fait que personne chez les démocrates... Juste pour revenir sur un point qui a été mentionné, sur le caractère inoxydable, effectivement, inoxydable et irrationnel. C'est-à-dire que même avant, quand on pense à sa présidence, c'est quand même un président qui a été 2 fois mise en accusation, 2 procédures d'impeachment, c'est quand même quelque chose d'inédit. Et pour autant, il est aujourd'hui le candidat qui sera probablement nominé du côté républicain. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté d'irrationnel. Lui-même avait dit, sous le ton d'une boutade, qu'il pouvait tuer quelqu'un sur la 5e avenue et que ça ne remettrait en rien en cause sa popularité. Je rebondis juste sur un point, vous avez évoqué le dilemme pour le système judiciaire, la justice qui est décrédibilisée à travers ces mises en accusation. Oui. Mais effectivement, il y a un dilemme parce que le système judiciaire ne peut pas se permettre de ne pas réagir face aux actions de Donald Trump. Donc finalement, la question c'est est-ce que vous créez un précédent en refusant de lancer des poursuites au motif que ça fait augmenter sa popularité politique. Et je pense que ça a été la raison pour laquelle les procédures ont pris un certain temps. Les procureurs étaient dans une phase d'attente, ne savaient pas comment réagir. Et paradoxalement, c'est le rapport de la commission d'enquête qui a poussé les procureurs à agir. Alors ensuite, côté démocrate, la raison c'est tout simplement parce que la société est extrêmement polarisée. Donc peu importe, c'est-à-dire ce que font les démocrates, la base républicaine propre à Donald Trump ne pourra pas leur être favorable. Alors on va continuer de parler des alternatives, même si elles semblent très affaiblies au sein du Parti républicain. Et puis peut-être aussi vous donner quelques clés sur le fonctionnement de ces primaires. On va accueillir tout de suite Steve Jourdain pour cette chronique. Rebonsoir Steve. Rebonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Les primaires, comment ça marche et pourquoi c'est aussi important aux États-Unis? C'est une très grande tradition à la base aux États-Unis. Ça marche beaucoup mieux que chez nous. En France, le principe est très simple. Il s'agit de désigner d'ici à l'été prochain le candidat des partis républicains et démocrates qui s'affronteront à la présidentielle du 5 novembre de l'année prochaine. On vote dans 50 États. Le processus s'étend sur 6 mois. Il débute officiellement le 15 janvier. Autre date importante, Thomas, le Super Tuesday, vous l'évoquiez tout à l'heure. 15 États votent en même temps. Le scrutin aura lieu le 5 mars. Le 5 mars, c'est quoi? C'est le lendemain du début du procès de Donald Trump dans l'affaire du Capitole. Cette année, clairement, l'enjeu elle est du côté républicain. Sauf accident, Joe Biden sera le candidat démocrate? Oui, il y aura aussi des primaires chez les démocrates, mais elles devraient être de pure forme. Biden, président sortant, devrait être investi à nouveau. Chez les républicains, en revanche, attention, ça va secouer. Ils sont 13 sur la ligne de départ, on va les voir. Alors évidemment, il y a Donald Trump qui brille un second mandat. Son principal challenger, on va le voir, c'est Ron DeSantis. Il est où? Il est juste en dessous de Donald Trump, gouverneur de Floride depuis 2018. Il est parfois présenté comme un Trump light, des idées très radicales avec une forme un peu plus comme ça présentable. Il y a aussi Chris Christie, il est tout à gauche ici sur l'écran, ancien gouverneur du New Jersey, ancien allié de Trump, devenu l'un de ses principaux détracteurs. Nikki Haley, seule femme candidate du côté des Républicains. On se souvient qu'elle était ambassadrice américaine aux Nations Unies sous Donald Trump, animal politique redoutable avec une vraie expérience internationale. Et puis, vous reconnaissez sans doute Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump. Son ancien patron lui avait demandé d'invalider le résultat des présidentielles de 2020. Il avait refusé et depuis, il est considéré comme un traître par les partisans de Donald Trump. Avec cette impression que tout dans cette primaire tourne finalement autour de Donald Trump. Oui, c'est la grande force de Donald Trump. Tous les candidats sont amenés à prendre position par rapport à lui. Prenez le premier débat télévisé entre les candidats républicains. C'était mi-août. Trump avait décidé de snobber l'exercice. Il y a eu à peu près 2 heures d'échange. On a parlé de tout, d'Ukraine, d'inflation, d'insécurité. Et puis, on a parlé surtout, presque surtout, de Donald Trump. Écoutez.
Si l'ancien président Donald Trump était condamné par un tribunal, est-ce que vous nous soutiendrez quand même en tant que candidat du parti? Si oui, levez la main. Vous avez bien entendu, sur 8 candidats, 6 sont prêts à soutenir Donald Trump s'il venait à être condamné par un tribunal. Ça vous donne un peu une idée de la force de Donald Trump au sein de ce parti, les Républicains. Avec, je ne sais pas si on l'a bien vu, mais dans cette séquence, il y a un moment qui est désastreux pour Ron DeSantis. Il jette un petit coup d'œil autour pour voir si les autres lèvent la main, et donc il lève la main lui aussi. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour toutes ces explications. Élise Hachel, est-ce qu'il peut y avoir une candidature, j'allais dire, sortie de nulle part? Ça ne se passe jamais vraiment comme ça, mais en dehors de ces primaires républicaines pour s'adresser quand même à cet électorat républicain? Oui, alors les candidats ont jusqu'au 15 octobre pour se déclarer. Il y a un ancien gouverneur du Maryland qui est un républicain, Larry Hogan, qui a laissé planer l'idée, mais il la laisse planer volontairement, l'idée qu'il pourrait se présenter au titre de son groupe dont il est membre fondateur, No Labels. Ça veut dire pas d'étiquette, donc un groupe transpartisan qui ferait concurrence. En fait, que dit Hogan? Hogan, il fait partie de ces républicains que vous mentionniez tout à l'heure, qui sont très contrariés par la situation actuelle du parti et qui veut que les candidats se réunissent autour d'une figure contre Trump. Il y a beaucoup trop de candidats. Aujourd'hui, Trump est devant parce qu'il y a beaucoup de candidats déclarés à la primaire et donc ils sont extraordinairement divisés, en plus du fait qu'ils ont moins de notoriété et moins de charisme. Donc Hogan, lui, veut faire gagner son camp parce que Trump est certes en position de gagner les primaires, mais certainement pas en position de gagner les élections générales. Donc Hogan lance un message et dit maintenant il faut se réunir parce que les adversaires ou ceux qui sont pas fans de Trump sont assez nombreux dans le parti et pourraient faire un contrepoids. Alors sur les élections générales, on peut y venir parce qu'on évoquait avec Olivier Piton, et je vous redonnerai la parole dans un instant, finalement les indépendants, c'est quoi? Ce sont les électeurs qui font basculer une élection aux États-Unis. C'est sans doute aussi un peu la même chose partout, mais qu'est-ce qu'ils pensent de Trump et de ses affaires aujourd'hui? Alors ça dépend. Le problème, c'est qu'ils sont décisifs et pourtant, c'est ceux qui s'intéressent le moins à la politique et ce sont ceux qui votent le moins. Et pourtant, c'est eux qui sont décisifs. Qu'est-ce qu'ils pensent? Généralement, économiquement, ils sont plutôt conservateurs républicains, notamment fiscalement. C'est mieux pour eux. Ils pensent que les républicains sont meilleurs en business, l'emploi, etc. Et en même temps, d'un point de vue sociétal, ils sont plutôt progressistes. Donc, si l'avortement, par exemple, s'ancre véritablement comme pomme de discorde centrale de la campagne, ils voteront plutôt démocrates. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sont tiraillés entre les deux. Il y a des gens qui ont voté Obama puis Trump et puis qui sont revenus à Biden. Il y a des gens qui tergiversent, il y a des gens qui votent peu et surtout on vote contre. Donc on va pas forcément voter Biden parce qu'il est génial, mais on va peut-être voter Biden parce qu'il est moins pire que Trump. Donc c'est là-dessus que l'élection va se faire, plus sur le désinvestissement, le désengagement. C'est-à-dire qui va faire voter ses fidèles le plus? Est-ce que c'est Trump ou est-ce qu'il va perdre un petit peu de certains républicains? Ou est-ce que Biden va perdre les minorités, par exemple, parce que... Olivier Piton, votre avis là-dessus et peut-être sur l'intérêt des Américains pour un match retour entre Biden et Trump. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participation au précédent scrutin? Est-ce qu'on risque, c'est peut-être trop tôt pour le dire évidemment, mais d'avoir une sorte de désaffection pour ce match retour? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit. La première, effectivement, il y a une vraie désaffection à l'égard du duel qui s'annonce entre Joe Biden et Donald Trump. Vous avez une écrasante majorité, un peu plus des 2/3 des Américains, qui ne souhaitent pas qu'on se retrouve de nouveau dans la configuration de 2020. Deuxièmement, sur les indépendants, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'environ 60% des indépendants qui sont interrogés disent que dans aucun cas ils ne voteront Donald Trump. Donc il y a une sorte de plafond de verre vis-à-vis de Donald Trump du côté des indépendants qui ne voteront pas Donald Trump. Mais le problème n'est pas réglé pour autant. La réalité n'est pas tellement de savoir si les indépendants sont pour ou contre Donald Trump que de savoir si les indépendants vont se déplacer pour aller voter pour Joe Biden, parce que Joe Biden a aussi ses problèmes, et en particulier son âge. Et vous avez tout à fait la possibilité de vous retrouver dans une configuration qui serait une configuration finalement assez classique, où les plus mobilisés vont voter,
Et au bout du compte, le camp le plus mobilisé gagnerait l'élection parce que les modérés n'iraient pas se rendre à l'urne, tout simplement parce qu'ils considéraient, pour tout un tas de raisons, que ça ne les concerne pas. Et la grosse difficulté, c'est que depuis effectivement quelques semaines, pointe également, parce qu'on parle beaucoup de Trump, mais il y a également son adversaire Joe Biden, on parle énormément aussi de l'âge du capitaine. Et toute la clé du côté des indépendants, c'est d'aller les faire voter pour Joe Biden. Ils ne voteront pas forcément pour Donald Trump en majorité. Se déplaceront-ils pour voter pour Joe Biden? C'est pas du tout évident. Et ce serait l'une des clés, la principale clé de l'élection à venir, si Donald Trump, évidemment, remportait les primaires. Ouais. Alors, Donald Trump, il lance aussi un défi aux constitutionnalistes avec l'alinéa 3 du 14e amendement. Alors, on ne va pas le lire en entier, on a essayé de le résumer. Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès ou électeur des présidents et vice-présidents, ni n'occupera aucune charge civile ou militaire du gouvernement des États-Unis après avoir pris part à une insurrection ou à une rébellion contre eux ou donné aide ou secours à leurs ennemis. Idriss Fassassi, cet article de la Constitution peut-il empêcher Donald Trump d'exercer un éventuel second mandat ou alors même de se présenter à l'élection? Alors théoriquement oui, et c'est intéressant, depuis quelques semaines, c'est un article qui fait l'objet d'une vive attention parce que des membres importants de la doctrine juridique, des conservateurs, ont pris position en disant effectivement que, en vertu de cette disposition, Donald Trump est inéligible. Il y a plusieurs difficultés, c'est-à-dire c'est une disposition qui a été très peu mobilisée dans les prétoires, donc très peu utilisée par les cours de justice. Oui. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence dessus. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence. Il y a une jurisprudence ancienne, mais qui n'est pas de la Cour suprême. Et c'est encore une fois l'illustration du caractère inédit de la présidence Trump. C'est-à-dire que, et de l'après-présidence, on se pose des questions qu'on ne se posait pas. Est-ce qu'un président peut se gracier lui-même? Est-ce qu'un candidat peut être en prison au moment de son élection? Et donc là, c'est une nouvelle question. Il y a deux points importants. Tout d'abord, de qualification. Comment est-ce qu'on qualifie la rébellion et l'insurrection? Et là, il y a débat. Et surtout, qui le fait? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des cours qui le font? Ou est-ce que, et ça c'est une théorie émergente, est-ce que n'importe quel agent, c'est-à-dire des personnes qui doivent vérifier, par exemple, lorsqu'on met les noms sur les bulletins de vote, parce qu'il y a des conditions pour être président, il faut avoir 35 ans par exemple. Et en vertu de cette nouvelle théorie, chacun pourrait dire effectivement non, Donald Trump ne peut pas être sur le bulletin de vote parce qu'il s'est engagé dans une insurrection. 35 ans, né aux États-Unis, avoir résidé aux États-Unis pendant 14 ans. Et la grosse difficulté, c'est que 35 ans, c'est factuel, on peut les terminer. Oui. Est-ce que quelqu'un s'est engagé dans une insurrection ou une rébellion? Là, il y a débat justement. Et donc, mon avis personnel est que il semble difficile de laisser chaque agent se prononcer en la matière. Et donc, on en revient à ce qui est une caractéristique du régime américain, une décision par une cour et la Cour suprême. D'accord, donc il faudra que ce soit tranché. Exactement. Si possible avant l'élection. Et il y a des tentatives en cours, c'est-à-dire des gens qui vont faire des recours en disant que Donald Trump ne peut pas être inscrit sur un bulletin de vote. Mais alors, donc on a vu ces conditions, mais il n'y a pas de restriction sur les poursuites pénales ou même un passage en prison. C'est un très vieil exemple, mais la présidentielle de 1920, un candidat qui était condamné pour sédition avait mené campagne derrière les barreaux, il avait fini 3e. Est-ce que Olivier Piton, c'est envisageable dans le cas Trump, ou alors c'est totalement de la politique fiction ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il pourrait mener campagne depuis sa prison? Oui, ça fait partie des charmes du droit constitutionnel américain et du droit électoral américain, sauf dans 4 États, et la Géorgie n'en fait pas partie. Il est possible à un candidat d'être incarcéré, de mener campagne et même d'être élu. La Géorgie est un cas particulier, ça fait partie du vieux Sud et donc de cette espèce d'opposition, de méfiance à l'égard du pouvoir central et de Washington en particulier. La Géorgie est un État où on ne peut pas amnistier. Donc si Donald Trump était condamné par l'État de Géorgie, ni lui-même président élu, ni le gouverneur de Géorgie ne pourraient l'amnistier. Donc on est dans les cas de figure. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on est dans un no man's land juridique à tout point de vue et qu'à chaque fois on avance vers quelque chose d'inédit. Et pour en revenir un instant, si vous me le permettez, sur le fameux alinéa 3 de l'amendement 14, ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on a une véritable bataille d'experts pour savoir si on pourrait l'utiliser ou pas. Mais avant cela, la qualification et la condamnation pour rébellion et pour insurrection doit être doit arriver à terme. C'est-à-dire qu'il faut que Donald Trump soit condamné pour qu'effectivement on puisse éventuellement utiliser l'article, le 3e alinéa du 14e amendement de la Constitution. On n'en est pas là. Et de toute façon, on le sait maintenant, sauf accident, c'est la Cour suprême qui, au bout du compte, jouera les juges de paix, c'est le cas de le dire, et décidera de la validité ou non, le cas échéant, si Donald Trump est condamné sur ces points-là, de savoir s'il a le droit de se présenter ou pas en vertu de cet article, cet amendement de la Constitution.
Alors, on va voir en quoi, finalement, la personnalité, la stratégie et puis toutes ces affaires judiciaires qui caractérisent l'action politique de Donald Trump, quel défi pour la démocratie américaine, mais aussi quelles leçons pour les politiques du monde entier. Mathieu, je me tourne vers vous parce que vous vous êtes demandé en quoi Donald Trump influençait ou avait influencé la politique française. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas personne en France qui se réclame ouvertement du Trumpisme dans notre classe politique. Mais quand même le style, les méthodes et parfois certaines idées de l'ex-président des États-Unis ont quand même laissé des traces ou infusé, notamment dans le débat public. Tenez, je vous montre un exemple qui est le plus connu, l'exemple de celui qui en était le plus proche dans le style dans sa dernière campagne présidentielle. Éric Zemmour, regardez, c'est la couverture de son livre de campagne. La France n'a pas dit son dernier mot, ça c'était pendant la dernière campagne présidentielle. Et regardez un peu de qui il s'inspirait. Great Again, évidemment, le livre de Donald Trump, paru en 2016, qui lui aussi posait devant un drapeau. Mais au-delà du pas cas... le même directeur artistique, voilà. mais pas loin. Enfin, on voit bien, et Éric Zemmour d'ailleurs ne s'en était pas caché. Hein. Mais au-delà du cas du président de Reconquête, il y a au moins 4 éléments qui me semblent avoir largement infusé dans notre débat public. Alors on va les lister, lesquels ? Alors, la posture anti-système, d'abord. Dans nos démocraties occidentales fatiguées, Donald Trump a montré que la posture anti-système, c'était la clé pour parler à des électeurs lassés. Alors, avec évidemment un style populiste, c'était le sien. Qu'importe qu'on vienne du système, d'ailleurs, Donald Trump en était. L'essentiel, c'est de jouer de la disruption et de promettre de renverser la table avec ce vieux monde, avec ceux dont on ne veut plus entendre parler. Et pour le coup, il n'est pas anodin de remarquer qu'en 2017, les 3 candidats arrivés en tête de la présidentielle française, chacun à leur manière, je ne parle pas de clone de Donald Trump, je prends bien de précautions, oui, bien sûr, mais étaient dans une posture anti-système. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Second, à mon avis, élément, la post-vérité, les faits alternatifs, on peut les appeler comme on veut. C'est majeur, ça. Ça, c'est majeur, parce que l'élection de Donald Trump a quand même montré qu'on pouvait largement s'arranger avec les faits, voire les tordre, dans un pays qui jusque-là abhorrait le parjure et le mensonge. En tout cas, c'est du moins ce qu'on pensait. Comme le résumait l'écrivain Giuliano d'Ampoli dans son ouvrage « Les ingénieurs du chaos », plusieurs vérités contradictoires peuvent coexister sans que l'une n'infirme nécessairement l'autre. Voilà ce qu'est devenu le débat politique aux États-Unis, mais parfois aussi, on a l'impression, le débat français qui a son lot de fake news, on en a vu, relayés sur les réseaux sociaux notamment, dont le fonctionnement de ces réseaux sociaux en vase clos empêche précisément à la vérité d'émerger ou au mensonge d'être mis à jour. Alors il y a aussi le rapport aux médias. Le rapport aux médias, parce que Trump ne s'est pas fait élire sans les médias, en tout cas il en avait un à peu près, on sait lequel, mais il s'est largement fait élire contre les médias. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Il a utilisé les réseaux sociaux comme une arme politique qui lui permettait de s'adresser directement à ses électeurs, sans filtre. En France aussi, plusieurs personnalités politiques s'en sont inspirées. Alors, en tout cas, n'hésitant pas à s'en prendre aux médias traditionnels avec beaucoup d'agressivité. Vous vous souvenez peut-être d'Éric Zemmour avec pointant son fusil en riant au salon Millipol lors de la dernière campagne présidentielle, ou parfois d'autres candidats qui s'en sont pris très agressivement, avec beaucoup d'agressivité aux médias traditionnels. Et puis beaucoup aussi ont tenté de les contourner en faisant leurs propres canaux de diffusion et en s'adressant directement à leur public sur les réseaux sociaux. Et puis dernier élément, sans doute, l'agressivité verbale. Alors là, vous allez me dire, la France n'a pas attendu Donald Trump pour voir ses politiques échanger des noms d'oiseaux, mais quand même, moi, je trouve que l'agressivité verbale de Donald Trump, ses propos sexistes, ses attaques, le niveau de ses attaques contre ses concurrents et ses adversaires, on fait croire à beaucoup que le parler vrai passait par une nécessaire surenchère et qu'il suffisait de hausser le ton. Et il faut se dire aussi qu'en France, on a vu dans le débat public des noms de plus en plus forts, des attaques de plus en plus vives entre les différents candidats ou entre les différents personnels politiques. Regardez un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur le débat des retraites. C'était quand même assez nouveau. L'invective avait remplacé l'argument. Alors c'est vrai que ça fait plus de bruit et que ça coûte moins cher. Et beaucoup en France, dans tous les partis, ont quand même retenu cette leçon-là. Élise Hachel, est-ce qu'il y a un risque de contagion pour vous ? Moi, je suis convaincu qu'on est quand même face à un affaiblissement de nos démocraties et que finalement la victoire de Trump et son attitude actuelle contribuent encore à cet affaiblissement. Est-ce que vous parlez d'un risque de contagion ou pas ? Non, je pense que Donald Trump est un produit et non un facteur. Cette vague populiste qui traverse toutes les démocraties occidentales, on la voit depuis plus de 25 ans. Donc on sait qu'il y a une crise de la représentation dans les démocraties occidentales, c'est-à-dire une désaffection progressive pour les partis traditionnels de gouvernement, à droite comme à gauche. Un électorat qui se transforme, qui se reconnaît de moins en moins de ces partis traditionnels, qui ne se réaligne pas sur les préférences de leur électorat. Donc Trump
est le produit de ça. Il est le produit de partis traditionnels qui ont déçu, qui ne répondent plus à leurs électeurs, que ce soit le Parti démocrate qui s'est complètement désolidarisé de la working class, des Américains moyens, entre guillemets, je dis ça bien sûr sans connotation péjorative, et le Parti républicain qui aujourd'hui n'a quasiment pas de plateforme programmatique, n'a pas de programme. Donc si Trump existe, c'est pas parce qu'il a émergé et qu'il a renversé la table, c'est parce que c'était le chaos qu'il est arrivé. Oui, mais alors votre avis aussi là-dessus, Laurie Quinton, parce que vous nous disiez tout à l'heure, c'était presque votre première intervention, un peu la même chose. Moi, je suis moins optimiste que vous, quoi. Finalement, j'ai peur que Trump fasse des petits et que cette démocratie américaine, elle continue de s'affaiblir. Il y a deux choses. Les partis sont historiquement faibles, car très peu et très mal organisés aux États-Unis. Oui. C'est pas du tout des grosses machines, il n'y a pas de cartes, c'est des coquilles vides. Et il y a beaucoup d'argent dans les campagnes, mais pas dans les partis. Et ils sont détestés par l'opinion. Donc la première victoire de Trump, celle qui a mis le plus longtemps à se dessiner en 2015-2016, c'était contre un parti républicain dont il a complètement retourné la doctrine, sur le libre-échange, sur l'interventionnisme, etc. Au passage. Donc là, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une aspiration à un retour à quelque chose de normal, ce qui peut sembler paradoxal parce qu'en même temps, il reste en tête de la campagne. Imaginons que pour une raison ou une autre, plutôt de santé, Trump sort et on a quelqu'un qui est désigné ou élu comme Nikki Haley par exemple ou Tim Scott qui sont beaucoup plus apaisés. Et bien là, on pourrait avoir une sorte de changement du climat vers quelque chose de plus apaisé. On a vu qu'il y avait un certain nombre de candidats qu'on a appelés des bébés Trump qui ont essayé de faire du Trumpisme ou en tout cas de faire du Trump, mais ça n'a pas forcément toujours bien marché. Quand ils sont dans un terroir qui est très républicain, ils vont être élus parce qu'ils sont républicains, pas parce qu'ils sont trumpistes. Et on en a vu d'autres, comme Lauren Boebert, par exemple, qui est une jeune femme du Colorado, qui a eu beaucoup de mal à se faire réélire dans un coin qui est très républicain du Colorado, alors qu'elle fait du super Trump. Ouais. Donc c'est pas forcément très porteur. Votre avis sur le... Vous avez en partie répondu sur la justice tout à l'heure, qui est un des piliers de la démocratie, mais plus généralement. Alors effectivement, moi je pense que les leçons de l'expérience américaine ces dernières années, c'est véritablement à qui fait-on confiance pour faire obstacle, pour s'opposer à ces leaders populistes autoritaires. Et au premier abord, on pourrait se dire, mais on peut faire confiance aux institutions politiques, c'est-à-dire le Congrès. Mais le Congrès a failli pour des raisons de solidarité partisane. L'impeachment, on l'a vu, il a été mis en accusation, mais ensuite les sénateurs républicains ont fait passer le parti, finalement, avant la Constitution. Ensuite, on pourrait se dire, mais finalement, les juges, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de cercle vicieux, puisque aujourd'hui, l'argument des républicains est de dire, on ne peut pas laisser Trump être condamné, puisqu'il est le candidat de notre parti, et ce serait une ingérence dans le système politique. Et finalement, je pense que le dernier mot reviendra aux électeurs, et malgré le nombre d'affaires importants qui sont lancées aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de condamnation avant l'élection, et que le dernier mot reviendra aux électeurs américains. Mathieu ? Les médias, c'est plus le quatrième pouvoir. On a vu effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, avec l'élection de 2016, il a court-circuité les médias. Il est devenu son propre média, tout d'abord via Twitter. Donc aujourd'hui, je pense que Trump a court-circuité cet ancien système, cet ancien monde tel qu'il pouvait exister auparavant. Fox News, peut-être, qui soutenait Trump, qui s'en était éloigné en jouant peut-être la carte Ron DeSantis. Ce média en est où aujourd'hui ? Vis-à-vis de Donald Trump ? Ce média ne soutient plus Donald Trump et réciproquement. On l'a vu par exemple avec la contre-interview qu'avait donnée Donald Trump à Tucker Carlson le soir du débat des primaires républicaines. Donc Tucker Carlson, un animateur vedette viré de Fox News et Donald Trump critiquant Fox News complètement. Donc non, mais effectivement, les réseaux sociaux ont pris aussi un pouvoir, en tout cas une visibilité bien supérieure à ce que ça pouvait être il y a encore quelques années en arrière. Donc Donald Trump utilise les canaux qui sont à sa disposition et reprend d'ailleurs des vieux discours qu'on a déjà entendus, même en France. Faut se souvenir de Jean-Marie Le Pen dans les années 80 qui disait que tous les médias étaient contre lui, que personne ne voulait le recevoir. Donc ces discours-là, on les connaît, on les entend depuis longtemps, mais là, il y a d'autres outils qui existent et tout le monde est connecté au web et les minorités actives sont très
proactifs dans la diffusion de nouvelles qui leur sont favorables. Olivier Piton, on pourrait faire une liste. Vous parliez du Congrès finalement fragilisé. On pourrait dire la Cour suprême aussi, dont les avis ont été perçus comme trop politisés. Et là, ça allait vraiment contre une tradition américaine. Bon, là, on parlait de la justice. Je suis un peu têtu, mais je repose la question sur cette démocratie américaine qui a souvent été donnée en modèle un peu partout dans le monde. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous dites, de toute façon, elle survivra à cette tornade Trump, ou alors est-ce qu'elle se fragilise durablement? Un peu des deux. D'abord, la crise de la démocratie telle qu'on la perçoit aujourd'hui, c'est d'abord fondamentalement une crise de la classe moyenne. D'abord, il y a eu les classes, ce qu'on appelle les working class, donc les classes les plus paupérisées, qui ont abandonné le vote et qui ont grossi les rangs de l'abstention, en particulier à partir des années 90, et c'est valable dans tout l'Occident et pas simplement aux États-Unis. Et là, maintenant, depuis une dizaine d'années, pour tout un tas de raisons, on assiste à une paupérisation et donc à une crise de la classe moyenne. Et cette paupérisation et cette crise de la classe moyenne va de pair avec ce qu'on appelle une crise de la démocratie, c'est-à-dire le refus du langage raisonnable, le refus du discours que l'on pourrait qualifier de rationnel pour un discours alternatif, un discours beaucoup plus militant, beaucoup plus table rase. Et c'est là-dessus que, et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Elisa Schell tout à l'heure, Donald Trump, pour parler de lui, est davantage une conséquence, un symptôme qu'une réelle cause. Donc la crise, à mon avis, la crise de la démocratie, c'est une crise de la représentation, de la représentativité. Elle passera d'abord par le règlement du problème que connaît actuellement la classe moyenne dans son ensemble. On est sorti des 30 Glorieuses depuis maintenant longtemps. Et on est face à une crise qui est une crise globale, qui est véritablement une crise interne et dont on voit aujourd'hui les prémices aux États-Unis, mais qui est évidemment valable en France, où d'ailleurs on a une augmentation constante du taux de l'abstention, et cela va également corroborer ce narratif-là. Mais dans cette crise démocratique, et je me tourne vers vous, Laurie Kenton, il y a quand même l'acceptation du résultat d'une élection. Je vous propose de regarder les résultats d'un sondage. C'est un sondage YouGov qui avait été réalisé pour la chaîne CBS il y a quelques mois, puisqu'on était au mois de juin de cette année, juste avant les vacances. 70% des républicains, je suis précis, des électeurs républicains, estiment que Biden n'a pas été élu de façon légitime. C'est quand même, certes ce sont que les républicains, c'est pas de jugement de valeur quand je dis ça, mais c'est quand même majeur comme proportion. Donc là, il y a un affaiblissement du résultat de l'élection. L'acceptation du résultat de l'élection, si c'est pas un pilier d'une démocratie, c'est quoi? Ah, absolument. Le sens de la question est intéressant. Quand on creuse un petit peu, il y a un certain nombre de ces gens qui disent, et il y a un spectre, il y a les ultra-trumpistes qui disent que de toute façon tout a été faussé, c'est un complot, etc. Et il y a un certain nombre de gens qui sont dans ce bloc-là, des 70, qui disent il y a quand même des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses suspectes et il y a des choses qu'on ne saura jamais. J'ai entendu que, j'ai lu que, il y a un certain nombre de faits, alternatifs ou pas, qui font que, voilà, il y a un certain nombre de gens qui ont probablement voté alors qu'ils n'auraient pas dû, et on ne saura jamais, on ne pourra jamais l'objectiver, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. Parce que 2020, c'était une élection un petit peu spéciale, qu'il y a eu des dispositions qui, dans certains États, ont été changées un petit peu à la dernière minute, parce qu'il y avait un petit peu le sujet du Covid quand même, donc il fallait adapter la démocratie au contexte sanitaire. Et donc, avec ces adaptations parfois un petit peu de dernière minute, il y a les républicains qui disent « Ah mais attendez, si on change les règles au dernier moment, qui vote vraiment, qui a le droit de voter, etc. » Donc il y a cette espèce de soupçon qui rentre dans la question de la légitimité du vote Biden et qui s'agglomère avec des gens qui rejettent totalement ce qui est de plus en plus nouveau, mais aussi de plus en plus fort, le fait que n'importe qui d'autre que Trump puisse être élu. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. J'ai rappelé le titre de votre livre, Laurie Kenton. Il sort le 21 septembre aux éditions Hors Collection. On va parler musique, rock and road trip, 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming, coécrit avec Julien Grosso. Et puis Olivier Piton, je n'oublie pas que vous avez publié ce portrait de Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, livre publié aux éditions Plomb. Merci à tous encore une fois. Je vous dis à bientôt sur le plateau de Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve demain, 18h, 22h sur Public Sénat. Belle soirée.